chose. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le réseau neurone multitâche que j'ai développé dans le cadre de ma thèse pour la reconstruction des données du télescope LST1. Et avant de, je vais vous parler bien sûr d'astronomie gamma, d'imagerie de Cherenkov, de réseaux de neurones, et puis je vous présenterai plus en détail l'architecture et les différentes expérimentations qu'on a pu faire. Et avant de me lancer là-dedans, je fais un très bref retour sur mon parcours pour que vous me connaissiez un petit peu mieux. Donc je suis plutôt un vieux doctorant, on va dire. Et après un service militaire, comme vous voyez, très pénible à Djibouti, j'ai intégré l'IUT d'Annecy et j'ai obtenu un DUT mesures physiques qui m'a amené à travailler pendant une douzaine d'années, principalement dans l'industrie pharmaceutique en tant que métrologue. Donc au cours de ces années, après différentes évolutions et changements de statut, j'ai ressenti le besoin d'avoir un métier qui me stimulait un peu plus intellectuellement. Donc j'ai intégré Polytech, en IAI, où j'ai eu un certain nombre d'entre vous comme professeur. Et au cours de mon stage de deuxième année qui s'est déroulé à l'Université métropolitaine de Tokyo, dans un laboratoire universitaire au Japon, j'ai découvert l'intelligence artificielle et le monde de la recherche. Et j'y ai pris goût en fait, ce qui m'a amené donc à démarrer cette thèse entre le lab et le listique qui mêle intelligence artificielle et puis astronomie. Et donc cette thèse est financée en partie par la fondation de l'université et puis par le projet Astérix, le projet européen, et elle fait partie d'un projet un peu plus large qui s'appelle GammaLearn, que vous avez vu tout à l'heure sur la capitulative des projets montés par Emmanuel. Et dans ce projet, on a aussi l'entreprise italienne Neurobix, qui est spécialisée dans l'application du deep learning à des problématiques industrielles. Donc c'est une thèse qui se déroule à la fois au Listic et au Lab, qui est encadrée par Patrick et Alexandre du Listic. Et l'objet du projet GammaLearn, c'est d'explorer les méthodes du deep learning pour l'astrophysique et en particulier l'astronomie gamma. Donc l'astronomie gamma, tout simplement, c'est l'étude de certains objets de l'univers via le rayonnement gamma qu'ils émettent. Donc on a deux types de sources de rayonnement gamma. On a des sources diffuses et puis des sources ponctuelles. Et ces rayonnements, quand ils arrivent jusqu'à nous, ou jusqu'à la Terre, ils réagissent avec l'atmosphère et finalement, il y en a très peu, voire pas du tout, qui arrivent jusqu'au sol. Donc pour capter ces rayonnements, on utilise l'effet de Cherenkov, qui est le suivant, c'est-à-dire que ce rayonnement gamma, qui est un rayonnement à très haute énergie, donc composé de particules relativistes, quand il entre dans notre atmosphère, il crée une gerbe électromagnétique, elle-même composée de particules relativistes, donc qui vont plus vite que la vitesse de la lumière dans l'air. Et de ce fait, elles émettent un rayonnement qu'on appelle le rayonnement de Cherenkov, qui est en réalité une lumière bleue. Et c'est cette lumière bleue qu'on va pouvoir capter avec nos télescopes qui sont situés au sol, qui ont des caméras pour les dernières générations, principalement dont les pixels sont des photomultiplicateurs et dont une bonne partie sont, comme vous pouvez le constater, des PMT hexagonaux, qui fait une spécificité du problème. Alors, il faut savoir aussi que ces sources qui émettent du rayonnement gamma, elles émettent d'autres types de rayonnements cosmiques qui eux-mêmes, principalement des photons, qui eux-mêmes, quand ils rentrent dans l'atmosphère, produisent des gerbes électromagnétiques avec des signatures qui sont assez proches de celles du rayonnement gamma. Le fait est que nos rayons gamma représentent seulement 1 pour 1000 de l'ensemble du flux de rayons cosmiques qui arrivent sur Terre. Donc il faut être capable de séparer le peu de signal de l'ensemble du flux. Et ici, je vous ai donné un petit exemple de signaux. Donc à gauche, vous avez l'image produite par la gerbe électromagnétique d'un rayon gamma, et ici par celle d'un proton. Alors là, ce sont des images qui sont très facilement différenciables, parce qu'on voit très bien des sous-gerbes de particules produites par le proton, alors que le rayonnement gamma produit une gerbe de forme ellipsoïde. Donc, je passe juste cette slide très rapidement pour vous dire que ce que captent les télescopes, ce ne sont pas une image, mais des séquences d'images. Un événement qu'on reçoit comme ça dure quelques nanosecondes. Et ensuite, ces images, elles ont besoin d'être calibrées, bien sûr.
Et puis la façon dont on les traite actuellement, c'est qu'on intègre la séquence en une seule image, pour que ce soit plus facile à gérer. Donc, hop, voilà. Alors, ce qui est intéressant de noter finalement dans ces données qu'on reçoit, dans ces événements gamma qu'on reçoit, c'est qu'il y a une très forte interdépendance entre la forme de l'image la forme de la gerbe qui est produite dans l'image, son intensité et les paramètres du rayon gamma qui arrive. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de séparer les photons gamma du bruit, donc des autres rayons cosmiques, et de reconstruire son énergie et sa direction d'arrivée, pour être capable de construire une carte du ciel de toutes les sources de rayonnement gamma. Et puis, ça c'est un paramètre, le point d'impact virtuel du rayon sur le sol. C'est un paramètre qui n'est pas intéressant pour les astronomes, mais qui est quand même interdépendant avec les autres. C'est-à-dire qu'il va influer sur la forme de l'image, sur la position de la gerbe dans l'image, son orientation. Et tout ça, bien sûr, c'est lié au type de particules, c'est-à-dire que si on a un gamma qui arrive ou un proton, on n'aura pas la même forme, on n'aura pas la même intensité à énergie équivalente. Et pour vous donner un petit peu la difficulté à séparer, parce que tout à l'heure je vous ai montré des images très nettes, ici on a un rayon gamma d'assez haute énergie, donc 7 téraélectronvolts, et puis là on a un proton de faible énergie, et on se rend compte que finalement là c'est beaucoup plus compliqué de faire la séparation, même à l'œil, entre les deux particules. Donc bien sûr, il existe déjà des télescopes et même des réseaux de télescopes pour analyser ces données. Le premier télescope à effet de Cherenkov date de 1989, c'est Whipple aux États-Unis. Mais le futur vraiment de l'astronomie gamma, c'est le réseau de télescopes CTA sur lequel je travaille. Donc c'est un réseau qui va être composé à terme, qui est en construction, qui va être composé à terme de 2 sites, dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud, pour pouvoir explorer différentes parties de l'univers, donc soit notre galaxie, soit l'univers extragalactique. Et à terme, il sera composé de plus d'une centaine de télescopes de 3 types différents, 3 tailles différentes, dont le LST dont j'ai commencé à vous parler, qui est la plus grande taille de télescope et dont le premier prototype a déjà été installé sur site, est en service et va bientôt produire des données exploitables. L'ensemble du réseau, à terme, quand il sera terminé, produira 200 pétaoctets de données par an, non réduites, qu'il faudra traiter. Alors il existe bien sûr des méthodes pour analyser ces données, des méthodes traditionnelles, soit qui se basent sur une reconstruction géométrique, soit qui, à cette reconstruction géométrique, ajoute un peu de machine learning, donc principalement des random forest, ou bien une analyse qu'on appelle template, où là, finalement, on fait la comparaison entre une base de données d'images simulées avec leurs caractéristiques et l'image réelle qu'on reçoit, et puis on garde finalement le modèle qui correspond mieux à notre image avec une fonction de likelihood. Donc toutes ces méthodes sont intéressantes. La méthode géométrique, son problème, c'est qu'à basse énergie, elle marche quand même pas très bien et elle a un problème pour rejeter le bruit de fond. Et puis la méthode template, elle marche vraiment très très bien d'un point de vue physique, mais elle est très lente. Et puis pour un réseau de télescopes comme CTA, qui aura plus de 100 télescopes, avoir une base de données de tous ces modèles va devenir très compliqué. Donc il faut explorer d'autres pistes. Alors, je ne pointe pas au bon endroit, voilà. Donc l'analyse, pour résumer, des données de CTA, c'est faire la séparation gamma-proton et puis reconstruire donc l'énergie et la direction d'arrivée. Et ce qu'on veut faire nous au sein du projet GammaLearn, c'est de le faire avec du deep learning. Pour ça, on a quelques défis à relever, donc ce sera plus tard le volume de données, mais aujourd'hui, c'est le fait que le réseau de télescopes est en construction, et donc il faut qu'on travaille avec des données de simulation. Et puis, un autre défi important à relever, c'est que on a différents types de caméscopes, de télescopes, comme je vous l'ai dit, donc avec de différentes tailles. C'est un peu plus gros que des caméscopes, parce que le plus gros télescope de LST dont je vous parle, la taille du miroir, c'est 28 mètres de diamètre. Je vous montrerai tout à la fin une petite photo. Et c'est tout de même un télescope qui doit être capable de faire un tour à quasiment 360 degrés en 20 secondes pour réagir à des alertes multimessages. Donc on a plusieurs types de télescopes avec des caméras différentes, bien sûr, et puis avec des formes de pixels différents et des formes d'images différentes. C'est-à-dire qu'on a des pixels hexagonaux, des pixels carrés, puis dans les pixels hexagonaux, on a des images qui sont parfaitement hexagonales, et puis on a des images qui sont un peu hexagonales. Il faut traiter tout ça. Et puis bien sûr, dans les défis à relever, il y a aussi la très forte interdépendance entre tous les paramètres qu'il faut reconstruire. Alors, je fais
très rapide, parce que j'en suis déjà à 10 minutes, je passe très vite sur le deep learning. Donc le deep learning, c'est une méthode qui permet de créer un modèle d'un processus, non pas à partir de la physique qu'on connaît du processus, mais à partir des données générées par le processus lui-même, tout en réalisant le moins de pré-processing possible. Donc on a nos données, et en fonction de la tâche qu'on veut réaliser, on apprend un modèle. L'intérêt, c'est qu'encore une fois, il y a le moins de pré-processing possible. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on a besoin de beaucoup de données pour entraîner notre réseau. Le principe s'inspire bien sûr du cerveau biologique, tant dans sa structure que dans son mode d'apprentissage. Et l'élément de base, comme dans le cerveau biologique, c'est le neurone, mais cette fois le neurone artificiel, qui nous ressemble beaucoup. Pour construire des réseaux de neurones, finalement, on arrange ces neurones en couches. Il y a plusieurs types de couches. Les principales sont les couches complètement connectées, ici, où chaque neurone de la couche suivante est connecté au neurone de la couche précédente, ou bien les couches de convolution, pour lesquelles on réalise simplement une convolution sur l'image. Et puis pour créer un réseau de neurones, on va assembler toutes ces couches dans une espèce de gros millefeuille. Et pour entraîner notre réseau, on va lui montrer nos données d'apprentissage. Et en fonction de l'erreur que fera le réseau sur sa prédiction, on va ajuster les paramètres pour minimiser l'erreur. Et on va faire ça de façon itérative un grand nombre de fois. Donc on a un grand nombre de paramètres, des millions de paramètres à ajuster, et on le fait jusqu'à une centaine de fois. Alors, je vous ai dit que le deep, dans nos réseaux de neurones, on avait des couches de convolution, et en fait, ces couches, elles sont importantes parce que, combinées à des couches de réduction de dimensionnalité qu'on appelle des couches de pooling, elles permettent d'avoir des propriétés intéressantes, et notamment une certaine invariance en translation de nos réseaux, somme toute assez locale, et puis un plus grand champ de vue que simplement des couches complètement connectées, une certaine considération du contexte. Donc ça, c'est très important pour nous, notamment pour faire de la détection d'objets dans les images. Et je vous ai dit que donc on avait des caméras avec des pixels hexagonaux. Et le problème, c'est que ces couches de convolution, dans les librairies de deep learning qu'on a à disposition, eh bien, elles sont implémentées pour des images en 2D avec des pixels carrés, donc dans des grilles carrées ou rectangulaires. Donc, comment fait-on quand on a des pixels hexagonaux pour traiter ces images? Alors il y a plusieurs solutions. On peut faire de l'oversampling pour rediviser chaque pixel en plusieurs, du rebinning. On peut utiliser un système d'indexation des images pour les transformer, les shifter en images carrées et à ce moment-là masquer les convolutions. Donc toutes ces méthodes ont des avantages et des inconvénients. L'avantage principal, c'est de pouvoir utiliser les librairies de deep learning telles qu'elles sont. Les inconvénients, bien sûr, c'est qu'on va augmenter la quantité de données, c'est qu'on risque de distordre l'information présente dans l'image. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est de redévelopper, de réimplémenter les convolutions pour n'importe quel type de pixels, n'importe quelle forme de pixels. Donc je ne m'attarde pas là-dessus. Ça fait l'objet d'une publication et puis d'une présentation à la conférence VISAP du mois de février. Très rapidement, la méthode, nous l'avons validée sur deux datasets assez connus, notamment CIFAR, où on a transformé les images carrées de CIFAR en images hexagonales avec une méthode très rudimentaire, et malgré tout, on se rend compte qu'on obtient des résultats qui sont très similaires, soit avec les pixels hexagonaux, soit avec les pixels carrés de CIFAR avec nos convolutions. Je vous ai dit aussi qu'il y avait une très forte interdépendance des paramètres qu'on va reconstruire avec les images qui sont produites par les télescopes. Et ça fait de notre problème un problème qui est multitâche. Donc, si on traite ce problème de façon multitâche, ça nous permet de bénéficier de certains avantages de cette méthode, qui sont très rapidement l'augmentation implicite de données, puisque au lieu d'apprendre 4 tâches séparément, on va les apprendre toutes en même temps. Et puis on va aussi permettre au réseau de se concentrer sur les caractéristiques qui sont intéressantes pour toutes les tâches et pas sur une seule. Donc quelque part, on va avoir une meilleure généralisation du réseau, une meilleure caractéristique de généralisation. Et puis on va biaiser un petit peu la représentation du réseau vers un modèle qui correspond à l'ensemble des tâches et non pas à une seule de façon spécialisée. Quand on fait du multitâche, on se heurte à deux écueils principalement, c'est choisir l'architecture en premier. Donc il y a deux types d'architecture, soit on partage les paramètres de façon très stricte,
soit finalement on les partage de façon plus souple, où là, plutôt que d'avoir des paramètres communs, on a des relations entre les paramètres. Je ne m'attends pas là-dessus par manque de temps. Le deuxième écueil quand on fait du multitâche, c'est comment on va équilibrer les différentes tâches pour pas que l'une prenne le pas sur les autres et que finalement le réseau n'apprenne qu'à représenter bien une seule tâche et pas les autres. Donc là, il y a différentes méthodes. Celle qui est assez souvent représentée dans les papiers qui parlent de multitâche, c'est à la main. Voilà, donc on a juste les paramètres comme on peut, quoi. Mais c'est rarement satisfaisant. Il y a deux autres méthodes intéressantes qui s'appuient soit sur le gradient de la dernière couche commune, donc là je m'attarde pas trop, soit sur la mesure ici d'incertitude de chaque tâche en sortie du réseau, et c'est celle qu'on a choisie. Donc l'architecture qu'on a mise en place est celle-ci, c'est une architecture où on partage de façon stricte les paramètres pour une partie des paramètres pour chaque tâche. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on équilibre avec la mesure d'incertitude ici de chaque tâche, et donc on a essayé de mettre un petit peu de physique dans notre modèle, dans le sens où l'énergie qu'on doit ressortir des images, c'est une information qui est globale à l'image, donc on a essayé de le représenter ici, alors que finalement la reconstruction du point d'impact, de la direction d'arrivée et du type de particules présentes à l'image sont plutôt des informations locales et spatiales, donc on a essayé de garder ça dans notre architecture de réseau. On a fait différentes expériences, bien sûr, pour confronter notre réseau aux données, et donc on l'a comparé à d'autres méthodes et puis à d'autres types de réseaux. Donc le même type de réseau, mais n'apprenant qu'une seule tâche à la fois. Le même type de réseau, mais qui apprend uniquement à faire la régression, c'est-à-dire on se concentre que sur les rayons gamma et puis on essaye de reconstruire l'énergie et la direction. Les random forest est la méthode standard, et puis notre architecture. Et pour ça, on a entraîné toutes ces méthodes sur exactement les mêmes données, qui sont des données simulées, avec des gammas et des protons quand on fait vraiment du multitâche complet, ou que des gammas quand on fait une micro-polarisation. Ce sont des images qui sont calibrées et intégrées, donc pas des séquences, mais bien des images uniques. On a un jeu de données, vous voyez, qui est assez conséquent, et on utilise un seul télescope pour faire cette analyse. On a fait une sélection assez douce, que je n'ai pas précisé. Et donc on a comparé, par exemple, les performances sur la tâche énergie. C'est ce que vous voyez ici. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de résolution en énergie qui représente l'erreur relative en énergie par bande d'énergie. Et ici, on compare donc les différentes techniques. La simple tâche en vert ici, une seule tâche ici, le monotâche ici en vert clair, les random forest en vert foncé, le multitâche complet en jaune un peu cacadois, et puis donc le multitâche uniquement la régression en marron foncé. Et là, le point à retenir, c'est que pour l'énergie, ce n'était pas forcément évident que le multitâche apporte beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes ces méthodes un peu sont dans un mouchoir de poche. On l'a fait aussi donc, sur la résolution angulaire, donc sur la direction d'arrivée, l'erreur qu'on fait sur la direction d'arrivée. Et là, pour les mêmes couleurs, on se rend compte finalement que l'apport du multitâche est quand même assez net, parce qu'ici on a le monotâche en gris et les autres méthodes qui sont un peu meilleures. Plus on est bas, et mieux on est, bien sûr. Et puis ici, sur la classification, on voit assez nettement l'apport du multitâche sur la tâche de classification, donc en jaune. Donc, comme j'ai plus beaucoup de temps, je passe ces deux résultats. Voilà. Donc, si je veux résumer un petit peu ce que je vous ai dit jusque-là, ce qui est intéressant de noter, c'est que le multitâche semble vraiment très prometteur pour notre application, donc analyse des données du LST. C'est pas tout à fait encore évident que sur la tâche énergie, ça apporte beaucoup. Alors là, je ne vous ai pas montré le résultat, je l'ai passé, mais plus on fait une sélection stricte des données en entrée en fonction des paramètres, et plus ça bénéficie au random forest, ce qui tend à dire quand même que le DEEP semble meilleur dans les cas compliqués, mais comme on apprend sur un ensemble de données, finalement, eh ben ça pénalise un peu les cas faciles où la gerbe est bien positionnée dans l'image. Donc l'idée à terme, ce sera peut-être de combiner les différentes méthodes pour bénéficier du meilleur des deux. Je vous ai mis ici une liste des publications effectuées dans le cadre de ce projet jusqu'ici. Donc quelques posters dans des conférences de physique. Et puis donc ici notre papier à la conférence FISA.
Et le papier qu'on est en train de préparer donc, sur cette étude multitâche, qui cette fois sera un papier de revue et ça se passe dans le cadre des 0+1. Pour aller plus loin, donc bien sûr, on voudrait essayer d'ajouter encore un peu plus de connaissances physiques à nos modèles pour définir l'architecture. On va avoir besoin aussi d'optimiser nos modèles parce que pour l'instant, on a surtout fait du prototypage. Et puis, un point très important, c'est qu'on espère avant la fin de l'année pouvoir tester sur des données réelles. Donc, demander au consortium qui gère les télescopes une observation du crabe, parce que c'est un peu l'étalon dans l'astronomie gamma, et regarder ce que donne notre réseau sur le crabe. Voilà. Et du coup, je termine juste avec une petite minute de retard. Donc les deux photos que je vous ai promises du télescope du premier prototype qui est situé à La Palma, au Canaries, le grand télescope avec ses 28 mètres de mercure. Et je vous remercie de m'avoir écouté. C'est des questions de système, et peut-être que j'ai mal compris, donc n'hésite pas à me dire que je suis complètement dans le fou. C'est vite. Le multitâche, du coup, Oui. c'est vraiment du multitâche au sens système, c'est que tu as plusieurs processus différents, que tu as plusieurs processeurs différents, ça? Non, non, là c'est du multitâche au sens de l'apprentissage. C'est-à-dire que si je reviens à mon architecture, en fait, on a un seul réseau avec plusieurs sorties, et quand on lui passe un ensemble d'images, on veut que toutes les sorties soient bonnes. On essaie d'apprendre toutes les tâches en même temps. Mais du coup, de manière séquentielle. Alors, non, parce que là, tout ça, oui, je vous en ai pas parlé, bien sûr, mais l'essor du DIP est apparu un peu en même temps que l'essor des GPU. Hein. Donc, c'est-à-dire que sans calcul parallélisé... oui, c'est parallélisé, mais sur un seul GPU, quoi. Pour l'instant, oui, on le fait sur un seul GPU, ça tient. On a des bons GPU. Hein. D'accord. Notamment la 200 d'Abdou, qui marche bien, qui a la gentillesse de me prêter, que je fais tourner intensément. Il y a 5000 cœurs. 5000 cœurs CPU. Moi j'ai tout le monde. D'autres questions? Oui. Quand tu simules les données, est-ce que tu prends des précautions particulières justement pour la génération du bruit? Oui, alors c'est pas moi qui simule les données. Hein. Ça c'est fait par le consortium, donc j'appartiens à un consortium qui gère les télescopes. Et ce sont des données qui sont générées en deux phases. Il y a une première phase Monte Carlo, avec un logiciel qui s'appelle Corsica, qui génère les gerbes. Et ensuite il y a un deuxième logiciel qui s'appelle Simulate, qui lui va simuler vraiment les caméras. Donc, à partir de ces gerbes Monte Carlo, va reproduire les images ainsi que le bruit. Donc, il y a des gens, des équipes entières qui travaillent là-dessus, à l'amélioration des données. Et à chaque fois qu'on a une nouvelle génération, tous les 6-8 mois de données, ben, on a des données meilleures. Est-ce que vous avez vraiment un gain de performance quand vous ajoutez de la connaissance physique dans votre architecture? Ou alors c'est juste une idée que ça pourrait mieux marcher et vous n'avez pas trop... Alors, on s'est inspiré des méthodes standards, hein, on ne va pas rien inventer, qui reconstruisent par exemple d'abord l'énergie avant de pouvoir faire la classification, à partir des paramètres géométriques. Et en fait, on s'est aperçu que oui, le fait ici, d'avoir une information globale plutôt qu'une information spatiale, ça permet de mieux reconstruire l'énergie. D'accord. Et c'est vrai aussi pour les trois autres, du coup? Oui, c'est-à-dire qu'ici, on a besoin d'informations spatiales, hein, parce que finalement, on essaie de faire une reconstruction un peu géométrique, on a besoin d'informations spatiales. Donc, à partir du moment où on la garde là, on ne va pas faire de moyenne au niveau spatial, et ben on a de meilleures performances ici. Tu as réussi à généraliser la notion de pixel à n'importe quelle forme de pixel, pas seulement hexagonaux, c'est ça? Oui. Il y a d'autres exemples que je prends les télescopes avec des pixels hexagonaux, ou tu as des pixels qui ont des formes un peu bizarres, ou autre hexagonal ailleurs que dans les télescopes, ou c'est vraiment spécifique à ça? Alors, il existe d'autres types de caméras avec des pixels hexagonaux, notamment dans le médical. En fait, l'intérêt des pixels hexagonaux, c'est que sur
couvre un maximum de surface de ton détecteur par rapport aux pixels carrés ou circulaires. Il n'y en a pas tant que ça quand même, et la difficulté pour notre papier, justement, c'était de trouver un dataset, et on n'en a pas trouvé. Donc on a dû convertir les images sci-fi en images hexagonales. Et il n'y en a pas tant que ça. Dans le cas hexagonal, les filtres de convolution, comment tu spécifies, quelle taille tu choisis en pratique? J'imagine que c'est des multiples de 8 ou tu choisis. Qu'est-ce qui marche le mieux au niveau de tes filtres de convolution? Je prends des filtres hexagonaux, c'est-à-dire je définis la distance depuis les premiers, deuxième, troisième, quatrième voisins par rapport aux pixels d'intérêt. Donc par rapport aux pixels d'intérêt, les premiers voisins, j'imagine que c'est les 8 autour, c'est ça? 6. 6 exactement. Est-ce que t'es carré vidéo? Ouais. Voilà, 6. Alors 6. Sinon t'en as 19. Qu'est-ce qui se passe si je décide d'imposer des filtres de convolution de taille 2 ou 3, de taille 2 ou 3? C'est ça que je veux dire. Est-ce que je suis contraint d'imposer des multiples de 6 par 8? Ou est-ce que je peux choisir des filtres de taille 2? Et dans ce cas, lesquels choisir parmi les 6? C'est une bonne question. Dans l'outil qu'on a développé pour implémenter ces convolutions, finalement, ce ne sont pas forcément des convolutions hexagonales. C'est-à-dire que ça marche avec n'importe quoi, pour que tu lui donnes les bonnes informations. Pour ce qui est du cas hexagonal, on a développé toutes les méthodes pour donner les bonnes informations, c'est le cas d'application. Et là, on s'est concentré sur, pour les convolutions, à chaque fois prendre des ensembles de voisins du pixel d'intérêt. On a aussi effectivement la possibilité de faire des convolutions de 2 ou 3-3 avec des kernels carrés, rectangulaires ou ce qu'on veut. Le risque, c'est qu'on va se retrouver à traiter des voisins, enfin des pixels qui ne sont pas voisins de pixels d'intérêt, par exemple. C'est monotélescope. Oui. Oui. Tu cherches à des paramètres géométriques. C'est un petit peu comme nous on fait avec des petits appareils photo, on est en monoscopie, faire la représentation linéaire, etc. Est-ce que tu penses, quand tu vas passer en stéréo, voire multivue, prendre notre terminologie, pouvoir continuer à chercher à construire des paramètres géométriques par des approches de type ou est-ce que ce sera plutôt les différents résultats monotélescopes qui vont être fusionnés avec une géométrie 3D? Alors, en réalité, on a déjà expérimenté la stéréo, parce qu'on a un modèle de simulation, hein, et avec le DIP en stéréo, ça marche beaucoup mieux. On peut utiliser, par exemple, si on se concentre uniquement sur les télescopes de plus grande taille, les 4 télescopes disponibles sur le site, et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est le même réseau qui prend les 4 images simultanément? Alors, c'est-à-dire qu'on a une architecture un petit peu différente, où, sans trop rentrer dans les détails, dans nos réseaux DIP, on a une première partie qui est en gros une extraction de caractéristiques, qui est faite avec des convolutions. Finalement, on va passer avec des images de 4 télescopes dans cette partie-là, puis ensuite on va fusionner les informations, fusionner les caractéristiques extraites, et derrière avoir des couches un peu complètement connectées comme là, pour faire les différentes étapes de résolution par classification. Il reste encore une question? Sinon, encore merci.